C'est avec grand plaisir que nous vous accueillons à cette table ronde intitulée « À l'aube de la loi 96 ». Nous tenons à souligner que l'Université McGill est située à Tiohtià:ke, qui est un territoire non cédé Kanien'kehá:ka. Nous sommes également honorés par la présence de Chef Ghislain Picard, Chief John Martin de la communauté Mi'kmaq de Kaskapéguagh et aussi Sarah Cleary, qui est originaire de la communauté Innu de Mastéache, mais qui, de par son rôle de coordonnatrice au comité régional des langues ancestrales, porte la voix des Premières Nations du Québec et elle se fait l'avocate de la revitalisation de leur langue. Nous précisons que la prise en charge coloniale de ce territoire influence directement la manière dont toutes les langues autochtones sont considérées dans notre politique linguistique. L'événement qui nous rassemble est présenté par le groupe de recherche Langage, Identité, Diversité et Appartenance. Le LIDA se joint au département d'études intégrées en éducation de l'Université McGill afin d'accueillir l'édition 2022 de la conférence des approches multidisciplinaires de la planification et des politiques linguistiques. Toute l'équipe de l'organisation vous souhaite la bienvenue. Le choix de la date de cette table ronde n'est pas anodin. En effet, elle marque un anniversaire important que les passionnés d'histoire reconnaîtront peut-être. Le 26 août 1977, à l'Assemblée nationale du Québec, on adoptait la Charte de la langue française. Cette charte, aussi connue sous le nom de Loi 101, façonne le visage de la politique linguistique québécoise depuis maintenant 45 ans. Mettant de l'avant des dispositions légiférant la langue d'usage à travers la province, la sanction de la Loi 101 constitue un moment charnière dans l'histoire du Québec, car elle a su repositionner le français comme la langue nationale pour ainsi en assurer la pérennité. En juin 2022, l'Assemblée nationale du Québec a sanctionné la Loi 96, la loi sur la langue officielle et commune du Québec, le français. À travers ces articles, la Loi 96 renforce maintes dispositions introduites par la Loi 101. Cette nouvelle loi vise à mettre au premier plan la langue française en affirmant que la seule langue officielle du Québec est le français et que le français est la langue commune de toute la nation québécoise. La table ronde que nous tenons aujourd'hui a pour but de passer en revue certaines dispositions de cette nouvelle loi. Les 5 experts que nous avons invités œuvrent afin de donner une voix aux différents groupes qu'ils représentent, et ce, tant dans leur recherche que dans leur leadership. Bien qu'ils ne partagent pas tous les mêmes opinions quant à la direction que devrait suivre le Québec dans son aménagement linguistique, c'est avec un esprit de collégialité et d'ouverture qu'ils ont accepté de se prêter à cet exercice de dialogue, nécessaire à l'évolution dans la cohésion de toute société civile. Les premiers intervenants vont être Chief John Martin et Sarah Cleary. Avant qu'ils ne prennent place au micro, j'aimerais relater un échange survenu lors de l'étude du projet de loi 96. Dans son mémoire déposé à l'Assemblée nationale, l'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador a proposé d'amender le préambule de la Charte de la langue française afin d'y ajouter les mots suivants. Dans une relation de nation à nation. L'alinéa du préambule se lirait donc ainsi. Dans une relation de nation à nation, l'Assemblée nationale reconnaît aux Premières Nations et aux Inuits du Québec le droit d'enseigner, de valoriser et de défendre leur langue et leur culture. Le ministre de la langue française a refusé d'adopter cet amendement présenté à l'étude par la députée Ruba Gazal en précisant que conclure des ententes de nation à nation était un principe bien établi et que pour ce qui est de l'inscrire dans la loi, selon lui, ce n'était pas l'endroit dans la Charte de la langue française pour le faire. Le député Pascal Bérubé a renchéri en qualifiant l'amendement proposé de très vertueux, mais qu'il ne s'agissait pas du bon endroit, tout en soulignant que la protection du français ne va pas à l'encontre des langues autochtones. À ces propos, la députée Ruba Gazal s'est alors demandé pourquoi les membres de la PNQL avaient été invités lors des consultations sur la loi 96 en disant « on leur a demandé de présenter, de déposer un mémoire, pourquoi on les a invités si ce n'était pas la place ?» Malgré le dépôt par les chefs de la PNQL en commission parlementaire de mémoires détaillées dont les propositions favoriseraient la protection, la valorisation et la promotion de leur patrimoine incluant leurs riches langues ancestrales, la loi 96 se démarque par l'absence de mesures tenant compte de la réalité des Premières Nations et des Inuits. Chief John Martin et Mme Sarah Cleary ont accepté de prendre part à cette table ronde afin de témoigner des obstacles systémiques à la réussite éducative auxquelles font face les enfants autochtones. Ils se prononceront également sur des initiatives communautaires et d'autodétermination qui visent à faire tomber ces barrières. Je leur cède maintenant le micro.
Tinishkumten, je vous ferai l'honneur de demander, comme c'est le cas dans notre protocole lorsqu'on se rencontre, de demander au chef John Martin de faire une prière d'ouverture dans sa langue, une des 10 langues des Premières Nations du Québec, 11 si on compte les Inuits et on inclut les langues autochtones. Donc, je vous fais ce cadeau d'entendre cette langue qui est magnifique, le Mi'kmaq. Kisuk Tajumudun, Nurwinin, San Martin Delusi. Dalsigen to Chitgil, Quis Sabel Jarmish. Edawartamai Giskuk, Chikarusal, Jarmish, Chuagiman. Chuagim Ginab, Tanabon Muxidesnen. Lalwasko de McClusody, Kilamsazul Diag, Milky Flamsazul Diag. Aquarium Silvescawidai, which it more some Gilead Udnen, is Nabamo Gilead Udnen. Chilabon Madudnen, Octo, Guzwan, Guzupchiduan. En de wacht mij banaad van ook ze waren wel. Hou kalm wel. Maar nu de men, daar ik gesco del wadiek. Dan zit norma. Willaden Chief. Alors, tout d'abord, Kwe Kasno, Tanse Kekaoyek, Sarah Clairine Tishnikashin, Mashtu Yachnuchin. Je suis coordonnatrice du comité régional sur les langues ancestrales, donc, qui se veut un comité qui va faire la mobilisation, l'information des Premières Nations au Québec en matière de langue et également regarder à la défense. Mais la première mission, c'est vraiment de se rassembler pour avoir un message uni et fort et être bien informé. Pour vous mentionner, on est très en retard sur d'autres provinces, donc c'est le temps de mettre les bouchées doubles. Puis je crois que la présentation du chef John Martin va vous expliquer pourquoi on a un aussi grand retard également. Je vous remercie également de cette table pour nous permettre d'avoir une voix, une tribune. Plus que jamais, la situation avec ce projet de loi-là, cette loi maintenant, nous a ramené à l'ordre du jour qu'on devait se mettre ça à notre agenda, nous aussi, encore une fois, de devoir réaffirmer nos droits, se battre et les défendre. Donc, merci. De ça. Et maintenant, je voudrais aussi vous inviter en tant qu'individu, en tant que dans vos fonctions aussi. Je ne connais pas toutes les personnes ici, et les personnes dans le Zoom également. Et puis, je vous invite à être des alliés des Premières Nations, à entendre qu'est-ce qu'on va dire aujourd'hui, à vouloir en savoir plus, puis éventuellement aussi à prendre action dans vos milieux, à être à l'écoute. Donc, il y a des traditions qui nous demandaient, lorsqu'on se rassemblait des nations à nations, d'ouvrir le cœur, les yeux, les oreilles et la gorge. Donc, je vous demande ça, d'être ouvert à ces perspectives-là, dans un esprit justement de devenir un allié, de devenir plus éduqué, plus informé de qu'est-ce qui se passe au niveau du Québec, au niveau des enjeux des Premières Nations, parce qu'on a besoin aussi de ces alliés-là dans nos luttes. Ce fut le cas, je crois, depuis l'histoire de Joyce et Chacoan. C'était vraiment innommable, puis on ne fera pas ce discours-là aujourd'hui, mais je crois que de plus en plus, les gens ont ouvert les yeux sur qu'est-ce qui se passe au niveau de ces enjeux-là. Donc, merci d'être là. Je veux également rendre hommage à tous nos prédécesseurs, nos ancêtres, les gens aussi, nos mentors. Donc, j'apprends beaucoup à écouter John, à écouter nos aînés. Donc, je veux rendre hommage à ces gens-là qui ont défendu nos droits dans le passé et continuent de le faire aujourd'hui. Et tout ça pour que dans cette génération, les jeunes des Premières Nations puissent avoir leur langue, maîtriser leur langue et que ce ne soit pas un privilège. Parce que des gens comme moi, c'est un héritage qui a été dérobé parce que je suis la fille d'un survivant des pensionnats qui a vécu les pensionnats. Donc, ces faits-là ne peuvent plus être écartés. Et aujourd'hui, on doit travailler 2 fois plus fort, 3 fois plus fort, 10 fois plus fort, 100 fois plus fort dans nos milieux pour rattraper qu'est-ce qu'on a subi au niveau de nos langues, et pas seulement de nos langues, mais toutes les barrières systémiques qui ont été mises en place et les traumatismes intergénérationnels qui sont des conséquences des pensionnats et des centaines d'années de colonisation. Donc, on a un grand travail à faire et je crois qu'on est tous partenaires là-dedans.
Donc, nos langues, rapidement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les Premières Nations au Québec, ce sont 10 langues tout aussi belles et dans des niveaux d'État différents les unes des autres. Donc, il y a des communautés que c'est la langue d'usage. Donc, on parle à presque 99% la langue à la maison aussi, à l'école. Donc, les enfants, la langue est transmise, mais ils ne sont pas dans un état où on peut dire qu'ils sont en sécurité. Donc, c'est l'histoire d'une génération si la langue n'est pas transmise et si elle n'est pas valorisée. Et une loi comme la loi 96 va faire ça, elle va nous dire, elle va donner dans les mentalités que la langue française elle est plus importante que les langues des Premières Nations, donc, et qu'on doit l'apprendre plus rapidement. Donc, ça, c'est un impact. Donc, quelle valeur on va accorder aux langues des Premières Nations et l'espace aussi dans les médias et tout ça. Donc, notre espace, nos contenus sont beaucoup plus limités. Donc, les jeunes sont de moins en moins exposés à ça et on le voit dans les rencontres avec les ressources linguistiques. Donc, on le parle jusqu'à des communautés où on le parle très peu et on est en train de la sortir d'un état de dormance, comme la langue Wendat, entre autres. Donc, on a énormément de travail à faire au niveau des langues des Premières Nations. Et John vous en parlera plus, mais aussi on a des nations qui ont été colonisées avec la langue anglophone. Donc, la langue dont on parle aussi est une langue, la langue anglaise. Donc, à peu près la moitié de nos communautés ont cet état-là aussi au niveau du portrait rapide. On a mentionné tout à l'heure le document, je vous le montre brièvement. Donc, il est disponible en ligne aussi sur le site du Conseil en éducation des Premières Nations, le CEPN. Donc, vous avez vraiment un document assez étoffé qui portait sur le projet de loi de la loi 96 et qui vraiment et toutes les propositions et les impacts que la loi peut avoir sur les Premières Nations. Donc, c'est un travail, on a fait nos devoirs de notre côté. On a essayé, on a cogné à la porte, on a essayé d'être entendu, mais ça n'a pas fonctionné. Puis, je crois que c'est le moment que ça l'arrête, ça, ces politiques-là, ces façons de faire-là. Donc, on va essayer de prendre les tribunes qu'on peut avoir, mais surtout, d'un autre côté, on doit prendre des actions concrètes pour aller de l'avant pour la protection de nos langues. Donc, vous avez accès à ces documents-là. Ils sont publics, on se cache de rien, dans lequel on a fait des propositions et des amendements qui sont très concrets. Si on a le temps, je vais laisser le temps à Chef John Martin de vous parler. On pourra les regarder en détail. La réconciliation, bien, comme vous allez l'entendre, c'est un problème beaucoup plus profond que la loi 96. Si on veut en arriver là, il faut être capable de trouver la problématique. Puis, ça se situe aussi au niveau des mentalités qui se perpétuent, ces mentalités-là colonialistes dans lesquelles on semble avoir un discours de nation à nation, mais en réalité, ce n'est pas ça qu'on voit sur le terrain. C'est une responsabilité universelle, puis je voulais vraiment maintenant donner la chance. Puis tantôt, j'entendais Andréane me dire, est-ce que je le prononce comme il faut? Est-ce que c'est correct, le nom, le territoire non cédé, tout ça est très bien accueilli de notre côté. Et puis, je vous donne, par exemple, des provinces comme la Colombie-Britannique qui est très à l'avance sur nous et dont les universités maintenant ont des baccalauréats où on forme des gens, des spécialistes à la transmission, à la préservation des langues des Premières Nations, à la revitalisation. Donc, allez-y, aidez-nous, les institutions qui ont la capacité de le faire et de devenir partenaires avec les Premières Nations pour vraiment développer des programmes qui sont culturellement sécurisants pour nous et dans lesquels on est des partenaires pour intégrer tous nos savoirs. Vous allez être surpris à quel point notre culture et nos cultures sont riches. Donc, il y a des solutions qu'on peut mettre en place et Chief John va nous en parler également. Au niveau de nos langues, brièvement, je veux vraiment faire un tour rapide, mais ça doit passer par le financement, effectivement, et pas seulement le financement d'appel à projet pour des petits 10 000 ou 20 000 $. Nos problèmes et nos besoins sont
beaucoup plus grand que ça. Et c'est ce qu'on voit là, présentement, même si on veut augmenter un peu le financement, des appels à projets dans lesquels on est pris dans une réduction de compte, dans lequel on n'a pas de manœuvre au niveau du projet et qui ne sont pas analysés par les Premières Nations, ça ne nous convient pas. Et entre autres, ces appels à projets-là, jusqu'à date d'hier, étaient seulement disponibles en français et pas traduits. Donc, tu vas appliquer sur un projet dans lequel tu ne peux même pas comprendre la description et remplir les demandes. Donc, ça, c'est inacceptable. Et des comités d'analyse Premières Nations, on a besoin de ça, des financements à la hauteur de nos défis parce que présentement, on n'a pas seulement besoin d'argent pour faire des micro-projets, mais on a besoin de documenter nos langues. On a besoin de les préserver, de les valoriser, de les enseigner et d'avoir des outils pour le faire. Et c'est de langue très riche et très complexe. Et on peut prendre seulement en Ascapi, je crois que pour le mot neige, on a 50 variantes. Donc, on ne peut pas s'imaginer d'enseigner seulement un mot sur un petit mot étiquette à des enfants qui rentrent à l'école et leur dire que c'est ça toute la richesse de leur langue. Donc, on a énormément de travail à faire à préserver la langue du territoire qui se perd et nos locuteurs aussi qui retournent à la maison, donc qui décèdent. Donc, ce travail-là, on est compté pour le faire et on a besoin de beaucoup de ressources. Malheureusement, le temps qu'on doit prendre ici, le temps que John prend ici, au lieu d'être avec ses petits-enfants à aller à la pêche et à transmettre et à parler le Mi'kmaq, mais on doit le prendre à encore défendre que ces langues-là méritent d'être reconnues, respectées et financées en bout de ligne. Et c'est à nous de le faire également, donc on a besoin des moyens pour le faire. Donc, réparation, donc transparence également. Donc, le Québec doit reconnaître qu'il a eu un impact majeur sur la perte de nos langues. Également, le respect, ça va toujours être la base d'avoir un discours de nation à nation, de gouvernement à gouvernement. Et la réconciliation pourra être une porte maintenant si on est capable d'avoir les conditions gagnantes des parties prenantes qui veulent agir vers la réconciliation. Ce n'est pas ça qu'on voit lorsqu'on voit une loi comme la loi 96, la charte de la loi 101. Donc, maintenant, ce sera les termes selon lesquels on va pouvoir s'asseoir et bâtir ensemble. Donc, je vous invite à poser des questions à vos amis Premières Nations, à vous informer, mais surtout à prendre part à ce mouvement-là, cette marche-là, en étant alliés des Premières Nations dans cette lutte-là pour la défense des lois des langues qui étaient là aussi, qui sont fondatrices de la province et du pays. C'est jusqu'à maintenant. I'm going to share. I'm not an academic by any stretch of the imagination. I was listening to the presenter and all the academic experience that people have. It's very impressive. But I do want to thank McGill and everybody here for the opportunity to be able to come here and speak to you. I'll be speaking to you about a common experience that we have between First Nations, in this case, mainly English-speaking communities, and more specifically, the experience that I've had with my community. I was a teacher for a while. I do have my bachelor's of education, and I was teaching in a program where we taught our children at 100% in Mi'kmaq, because at that point in time, they came to school speaking the Mi'kmaq language. So, but I think it's important. One thing I don't want to forget, I do want to acknowledge the presence of our regional chief, Mr. Ghislain Picard, here today. And thank you very much for coming out, Ghislain. And thank you for all the good work that you do for us. Really appreciate that. When it comes to Bill C-96, it's not just Bill C-96. It is Bill 101. Our community has been impacted. It's important to have some context in terms of First Nations situation here in the Quebec region. And it's important to understand that more than half of the First Nations in the Quebec region do speak English as their second language. That is the people who colonized our communities and brought religion to our communities. The other thing is that's important to understand that First Nation communities that are the most affected are those communities that are in the South. And
We have to remind people the policies of genocide, the assimilationist policies, the colonial practices, and the policies in Quebec. These are all very, very hard realities, harsh realities of our communities today and the impacts of where we are today. So these policies have had quite a significant impact. And I go as far back as the French and the British colonial militarization of our territory. We're one of the first peoples, the Mi'kmaq people, to have experienced germ warfare, biological warfare. About 90% of our population was wiped out as a result of this biological warfare. It had serious consequences in terms of the socioeconomic structures of our communities, as well as the dehumanization of First Nations, which effects are quite long lasting. And I have to say that those effects and impacts still last to this day. And that's made quite evident in terms of this country's movement or lack of movement in the situation regarding the missing and murdered Indigenous girls and women in this country. It's been going on for the past 30 years. It's been in the media, and still it remains an issue to this day. So it gives you an idea in terms of how long lasting this kind of thinking persists. The secularization of our communities, secularization through colonization, the destruction, the attempt to destroy our most sacred teachings and beliefs, the teachings from our elders, spiritual and ceremonial communal practices that we had for millennia, which led us on a very good path, were declared illegal and demonized, and that's evidenced by the establishment of residential schools and the Indian day schools as well, which people tend to forget. Indian day schools in the communities that people were subject to a lot of abuse and prevented from speaking their language, beaten and whatever. And the continuation of colonial practices, unfortunately, today colonial practices of extinguishment and dispossession are continued to this day, and that's fostered for decades, for 3 centuries, basically, has fostered poverty, has fostered dependency, and a negative, so it had severe social and health consequences for First Nations. This has been going on for 3 centuries in this, where we are concerned. And this continuous practice is exemplified by the unscrupulous imposition of the French language law upon First Nations, which is evidenced in C-96 by the absence of any consideration for the concerns expressed to Quebec by First Nations, even with their own Viens Commission, which spoke to the issues of racial discrimination and other impacts on First Nations. A lot of people say our communities are closed communities. And why are they closed communities? I think you have to understand that the reservation system is a form of incarceration, right? My father had to request written permission from the Indian agent to be able to leave the community. So understand very well, it's a form of incarceration that our people have experienced until not so long ago. So the establishment of the Indian Act and the policies that accompany it has governed every aspect of our lives from birth to the cradle, as many will say. And these colonial policies serve to remove First Nations from the occupation of our territories and has enabled the federal government to divide between themselves the spoils from these lands between the Canadian Federation and which is composed of the provinces. Mi'kmaq resistance since 1534. I often tell fellow Mi'kmaq and other First Nations people, if the Mi'kmaq people that met Jacques Cartier knew what we know today, I think they would have nailed him to the cross that he put up in Gaspé to claim that territory for his king. Through all of this, all these policies and this continued assault on First Nations people's culture, language, and territory, even though restricted to the confines of our reserves until recently, we managed to sustain our distinct language and our culture as Mi'kmaq people. We have remained a closed community sustaining our Mi'kmaq language and culture. And as a result, the French language and culture is not apparent in our community. We are Mi'kmaq and we wish to remain Mi'kmaq, a distinct people. Another detrimental impact of subjugation to colonial practices are the impacts of colonialism on the psyche, on our people. This manifested itself in 1985 when the leadership deemed the colonial languages of English and French
are more important than the Mi'kmaq languages. Those of you who've studied colonialism, you know that this is one of the impacts where the colonized usually opt for the dominant society, sometimes turn on their own people, and the political leadership at that time decided to end the Mi'kmaq core curriculum of its school favoring the English and French colonial languages. The demise of our language. We had sustained our language through over 450 years of colonial policies aimed at the destruction of our people, our culture, and our language. And in 1985, over 95% of our households spoke Mi'kmaq, the Mi'kmaq language. The children that I taught came to school speaking the language. And we were able to build a curriculum that was entirely in Mi'kmaq, language, arts, science, math, the same as any other public school system. And in 2021, the community conducted a survey in our community, and we have 13% of our people that speak the language in their households today. It is a significant drop from 1985 to 2021. So to us, extinguishment is not acceptable, and we are trying to do whatever we can to try and protect the language and move it forward. We understand Quebec wanting to maintain and protect the French language. First Nations are of no threat to the French language, but it cannot be accepted that the protection of the French language will be done at the expense of sacrificing our languages. Bill 101 created a significant pressure on our community to favor the learning of French, as demonstrated by the 1985 decision taken by our leadership at that time. But now, closing the door on our youth to an education in Quebec at a different level is something very serious. For the past 37 years, close to 80% of our students in the English secondary school system have not succeeded in getting their French credits. And if the Ministry of Education is going to issue a diploma, it has required that they achieve their French credits, otherwise they never get their diploma. Recent information from our First Nations Regional Adult Education Program indicate that 8 out of 10 students still today registering into adult education do not have their French credits. Education impacts community development at all levels. And as a leader in the community, I look around, where are the young people with these degrees that would be able to help us in so many aspects, in economic development, in forestry, in fisheries industry? They're not there. We do not have them. So the impacts are felt in a disproportionate levels of high school dropouts for decades, resulting in a lack of educated and qualified members. The few that have succeeded in accessing a post-secondary education out of the province, the majority choose to remain in the cities and pursue careers outside the community. The impacts will be detrimental. With the imposition of Bill C-96 demanding not only the French language credits to graduate high school, but the additional burden of a French language course load of 3 to 5 courses in French, it becomes a major deterrent to pursue education in Quebec. The level of negative impacts will be serious on our communities for a long time to come. The imposition on the Mi'kmaq community of this French language policies continues the same colonial practice of imposing policy that devalues our languages and contributes to the extinction of our language and the displacement of Mi'kmaq language and culture. The United Nations Declaration on the Rights of Indigenous People. Canada adopted this declaration, and in that declaration, there's 2 articles, 13.1, 13.2, which speak to the states taking effective measures to protect Indigenous languages. And the children also having rights to be able to access these levels of education at the state without any discrimination. And Canada has not been very strong in defending our rights. Our language is a basic human right. In light of the precarious situation of our languages and the total lack of consideration by both Bill 101 and C-96 for our languages, it is evident that these are prejudicial and are a deliberate contributor to the eminent distinguishment of our language in Guiskabéguia and in other First Nations in Quebec.
We will continue our fight for the rights of our people, but we hope that institutions such as these, those of higher learning, will not remain silent in their support. So we thank you very much for listening. I've tried to give you an overview of what the situation is, what the reality is in most of our communities. So thank you. Bon, d'abord, je vous remercie vraiment pour vos interventions qui m'ont très, très touchée en tant que aussi petite fille de rescapée de génocide des Arméniens qui comprend ce que c'est qu'un génocide, ce que c'est qu'un rapport faussé à l'identité, la culture, la langue à cause d'une agression extérieure. Donc, je compatis et je comprends et j'apprécie. Thank you very much, Chief John, for your intervention. Et justement, vous avez mis le doigt sur des aspects très, très importants ou comment les traumatismes intergénérationnels, transgénérationnels, vous avez parlé des pensionnats, des guerres biologiques qui ont entraîné justement des actes génocidaires qui ont détruit, qui ont ébranlé vos communautés et vous restez sur vos territoires et vous revendiquez vos droits. Je pense que c'est vraiment très... comment dire, je respecte vraiment et je partage votre positionnement et je comprends les enjeux pour la langue parce qu'il y a des choses que vos communautés portent justement malgré elles. Hein. Ce n'est pas des choix et je pense qu'il y a un travail de mémoire à faire. Toutes les communautés doivent faire un travail de mémoire et il y a une responsabilité à assumer si on veut passer à travers tout ça. Et je comprends quand vous avez parlé de réconciliation et vous avez dit que c'est encore plus complexe, où le rapport de nation à nation, que ça doit aller au-delà des discours et que les actions doivent montrer que ce rapport est de nation à nation. Moi, je vous ai très, très bien entendu et la question, en fait, justement, et vous avez mis le doigt aussi sur les enjeux liés au financement, au renforcement de la langue. En tant que spécialiste des traumas, de leur influence sur les apprentissages, l'adaptation des jeunes, je pense que c'est très, très important ce que vous dites et l'importance de faire comme d'aller à l'encontre des traumas à travers la création de liens entre justement le présent et le passé. Donc, ce n'est pas juste, je comprends qu'on parle de langue comme aspect identitaire important à sauvegarder, mais je comprends aussi qu'à travers ceci, il y a un travail de réhabilitation qui se fait, de guérison qui se fait, parce qu'on fait un peu, on va à l'encontre des ruptures causées par les gestes génocidaires et traumatiques et que quelque part, on entre dans une guérison. Et je ne sais pas si, justement, désolée, j'ai trop parlé, mais c'est clair qu'on devrait en reparler, mais justement dans votre lutte, dans vos luttes, dans les positionnements que vous avez par rapport à la loi 96, est-ce que justement vous mettez de l'avant ceci comme revenir vers les langues, mais pour la guérison, pour une préparation, pour la création de meilleures conditions pour une éventuelle réconciliation? Je suis vraiment d'accord. D'ailleurs, j'ai fait partie d'une marche à la visite du pape et puis les marcheurs marchaient non pas pour aller voir le pape, mais beaucoup pour supporter les survivants des pensionnats dans cet effort-là de leur dire que oui, on doit les soutenir et puis ça va passer par la guérison et la guérison va passer par la réappropriation de nos langues, de notre identité parce qu'à travers ça, nos cérémonies, et c'est comme ça qu'on est capable de retrouver ce qui a été brisé dans ce génocide-là, hein, dans le fait que nos parents, nos grands-parents et 150 ans de Premières Nations se sont fait dire que leur culture ne valait pas la peine et qu'elle n'était pas belle et qu'ils devaient apprendre d'autres choses. Donc, on doit réécrire ça, cette histoire-là. Et c'est en réapprenant nos langues et en pratiquant nos cérémonies que oui, on va trouver une forme de guérison, qu'on va être capable de passer aux générations futures aussi. Mon souhait, c'est d'être capable de maîtriser assez ma langue que lorsque j'aurai mes petits-enfants, je ne pourrai que leur parler dans la langue. Mais quel effort ça demande lorsque je dois
pour mon travail, maîtriser le français, l'anglais et réapprendre cette langue-là avec des gens qui vont être capables de me donner non pas seulement les mots, mais la symbolique aussi, la force des morphèmes, des petits mots de mots qui sont signifiants et qui sont porteurs de la valeur. Lorsque je vous disais que notre langue, elle était riche, le mot lac pour vous en français, il veut dire un lac. Dans la langue Innu et Atikamekw, Shakeikin, ça veut dire la racine du mot lorsqu'on la comprend un peu, c'est l'être que l'on aime, l'être que l'on prend soin. Donc, vous voyez toute la valeur et les perspectives qui sont transmises à travers une langue et c'est ça qu'on doit faire avec nos jeunes générations, pas seulement leur apprendre qui ils sont, mais vraiment c'est quoi ces valeurs-là qui sont porteurs. Et puis, je suis Gabor Maté, juste pour finir, spécialiste du trauma également, qui a regardé le cas des Premières Nations avec les pensionnats et il a vraiment vu il dit entre autres que c'est en relation. Donc, on était de très bons enseignants, on faisait beaucoup soin à nos enfants. Là. On élevait des enfants forts et fiers, les Premières Nations avant les pensionnats. Et c'est en contexte de relation et d'identité, de transmission qu'on va être capable de relever et bâtir cette génération d'enfants forts et fiers encore qui vont maîtriser leur langue. Just when we speak of reconciliation, it's important to understand that we talk about healing. Words are nice to hear. They're warm and fluffy, and they sound really good, and they make you feel good for a short while. But they're just words. When we're talking about reconciliation, there is reparation. There is action. If there's only words that are spoken and there is no actual action taken or any reparation made, then it's all for nothing. They're empty words in the wind. So, I listen to that and I hear that a lot. Those are really the buzzwords. And it was the same thing with the Pope when he came down. Nice words. People cried, broke down, and all kinds of stuff. And, but there's been no action. There's people that have been waiting after the Pope for, I think, 3 years to provide some assistance in terms of to help them in their healing. And he hasn't come across with that assistance. So, yeah, it was nice to see him here. He had nice words to say, but we're still waiting for some action. And I think that goes for, these governments that are here. Voilà, la deuxième intervention de cette table ronde sera celle de professeur Daniel Turp, qui nous parlera de l'enseignement collégial en français ou comment se refuser à de l'audace, encore de l'audace, toujours de l'audace. Ce titre a été choisi par professeur émérite Turp, qui considère la loi 96 comme une législation de demi-mesure, où la myriade de petites modifications apportées à la charte de la langue française se résument à une occasion manquée de réellement assurer la pérennité de la langue française au Québec et au sein de l'État québécois. Pour le professeur Turp, cette réalité d'une langue en déclin a été mise en évidence dans les corridors et les cafés de la faculté de droit où il enseignait. Lors d'une rencontre préliminaire qui s'est tenue dans le but de préparer cette table ronde, professeur Turp m'a confié son désarroi lorsqu'il entendait des étudiants et étudiantes francophones échanger avec leurs camarades allophones et anglophones en anglais. Cela se produisait malgré le fait qu'il fréquentait une université de langue française, l'Université de Montréal. Bien que le professeur Turp ne croit pas que des dispositions régissant la langue d'instruction doivent s'appliquer au domaine universitaire, il voit en la décision du gouvernement de ne pas prolonger la loi 96 au niveau collégial comme une erreur qui risque fort de contribuer au déclin de la langue française. Indépendantiste convaincu, le professeur Turp vient aujourd'hui nous livrer un message offrant des pistes qui nous permettront de mieux répondre à la question qui fait encore couler tant d'encre. En 2022, la nation québécoise, c'est quoi? Sur ces mots, je vous laisse la parole, professeur Turp. Merci beaucoup. Et d'abord, je voudrais
saluer mes frères et sœurs autochtones et en particulier le chef de l'Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador pour lequel j'ai une grande admiration depuis toujours. Et je suis très heureux de me retrouver ici en personne, dans une conférence en personne, enfin, tout en saluant ceux et celles qui nous joignent virtuellement et qui peuvent donc assister à cette conférence. Je remercie les puissances organisatrices, là, le groupe de recherche sur le langage, l'identité, la diversité, l'appartenance et le département d'études intégrées en éducation de l'Université McGill. L'Université McGill, une grande université québécoise dont je suis très fier. Et je suis fier d'y avoir enseigné d'ailleurs un cours ici à la Faculté de droit il y a quelques années avec ma collègue constitutionnaliste Joanne Poirier, un cours sur la Constitution du Canada où des étudiants de l'Université de Montréal et l'Université McGill de nos facultés de droit avaient rédigé une nouvelle Constitution du Canada pour souligner le 125e anniversaire de la création du Dominion du Canada. Et c'est quelque chose que vous voudriez peut-être voir un jour où les nations autochtones étaient beaucoup mieux traitées et représentées dans un acte constitutionnel qui avait été rédigé par des étudiants et des étudiantes de nos deux facultés de droit. Je vous remercie en particulier, Andréane Langevin. Là, vous avez été une extraordinaire chef d'orchestre de cette séance de travail d'aujourd'hui. Et j'apprécie par ailleurs, quant à moi, comme vous l'avez dit, cette volonté de faire prévaloir cet esprit de collégialité, d'ouverture. Et je me prête avec le plus grand des plaisirs à cet exercice de dialogue qui est nécessaire à l'évolution, comme vous l'avez dit, de la cohésion de toute société civile. Et alors, comme vous l'avez indiqué, moi, je voulais parler de l'audace, encore de l'audace et toujours de l'audace. S'agissant de cette loi 96. Et on pourrait parler de beaucoup de choses dans cette loi 96. Et j'évoquerai la question des nations autochtones parce qu'elle m'intéresse particulièrement et des langues autochtones. Mais on m'a surtout demandé de parler des cégeps et qu'est-ce qui s'est passé. Et vraiment, la question de l'enseignement collégial, de la langue, l'enseignement collégial, est devenu dans le cours du débat sur le projet de loi 96 un enjeu dont le gouvernement du Québec, celui de M. Legault, de son ministre Jolin Barrette, n'a pas pu éviter. Alors que dans le projet de loi d'origine, il n'y avait pas grand-chose sur le cégep parce qu'on ne voulait pas modifier les règles du jeu, qui voulaient que c'était la liberté complète. Et là, il y a eu plusieurs intervenants qui ont voulu que l'on applique le même régime au cégep que le régime applicable depuis 1977 et aux écoles primaires et secondaires, donc s'assurer que les personnes qui ont droit à l'enseignement en anglais au primaire et secondaire puissent avoir aussi le droit à l'enseignement en anglais dans les collèges, mais que les personnes qui n'appartenaient pas à la minorité, puis on a été très dérangé par la qualification de minorité historique là, dans le projet de loi puis dans le débat, que ce soit les seules personnes, en définitive, qui peuvent avoir accès à l'école ou au cégep en langue anglaise. Et le gouvernement a trouvé une solution à mi-parcours qui est terrible. Essayez de lire les articles 88.0.1 à 88.018 là, pour les cégeps, et vous allez voir que c'est d'une complexité épouvantable, qu'il y a des contingents, qu'il y a des façons de faire des calculs qui visent finalement à déterminer des nombres qui vont permettre la poursuite de l'application de l'enseignement en langue anglaise dans les cégeps de langue anglaise pour les allophones, les francophones et les anglophones pour cesser la croissance. C'est très clair que c'est ça, ou d'assurer qu'il n'y ait pas de croissance parce que la croissance est réelle. Et on le voit, le cégep Dawson, c'est
le plus grand cégep du Québec, là maintenant, je ne sais pas si les gens le savent, le plus grand cégep du Québec, c'est Dawson. Et il est fréquenté à 50% par des non-anglophones, par des francophones et des allophones. Et je suis certain plusieurs étudiants et étudiantes des Premières Nations. Moi, c'est vrai que ça a été un peu traumatisant pour moi de revenir dans ma faculté de droit après plusieurs années dans 2 parlements et de constater que dans ma faculté de droit à l'Université de Montréal, qui se vante d'être la plus grande université francophone au monde, là, que la langue commune dans les corridors de ma faculté, dans le café acquis de droit, que les étudiants de ma faculté, qui étaient souvent originaires de Dawson, parce qu'ils me le disaient, réclamaient d'ailleurs le droit de rédiger leurs travaux en anglais. Et pas un, là, beaucoup. Et que ma faculté tolérait ça, semble-t-il, au départ en tout cas, et qu'on était dans une situation où vraiment la langue commune dans mon université, dans ma faculté de droit, devenait l'anglais. Et là, les gens diront, ben oui, mais les francophones ne défendent pas leur droit de parler en anglais, ils ne veulent pas parler en anglais ou en français aux anglophones, aux allophones, ce qui est probablement vrai dans une certaine mesure, mais on voit bien l'attraction, la puissance de la langue anglaise dans cette jeunesse québécoise francophone, mais aussi la capacité des anglophones, des allophones d'imposer la langue dans des relations qui font que c'est l'anglais qui devient la langue commune. Et c'est vrai à Montréal, beaucoup dans d'autres domaines, dans d'autres institutions, on le sait, on ne peut pas nier les statistiques qui viennent de nous être présentées par Statistique Canada, où on constate la dégringolade du français. D'ailleurs, surtout à Montréal, surtout dans la métropole québécoise. Et c'est pour ça que, vous savez, moi, j'ai pensé que la solution qui s'imposait, c'est de poursuivre tout simplement ce qui avait été commencé en 1977, que le parcours des allophones et des francophones devrait au cégep continuer en français, qui est un lieu de socialisation tellement important et où on prend des grandes décisions sur la langue qui est celle dans laquelle on pense, on lit, on écoute la télé et qui fait que l'on devient, on décide, on accepte que le français est la langue commune au Québec. Parce que c'est un peu ça l'enjeu, qu'il y ait une langue commune dans laquelle toutes les personnes qui habitent le territoire du Québec puissent échanger et participer à la vie démocratique dans une langue sans que les autres langues soient exclues par ailleurs. Alors, je pourrais revenir là-dessus dans des questions, dans nos échanges, mais c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué, moi qui ai une ouverture sur les langues, qui est très fier de parler anglais et qui veut et insiste que pour mes étudiants apprennent l'anglais, puis la maîtrisent, puis l'écrivent bien. En même temps, je suis celui qui pense que sur le territoire du Québec, de l'État du Québec, que nous avons en partage avec les nations autochtones et avec la minorité nationale, qu'il y a des raisons légitimes pour que le français soit une langue commune. Et j'avais même rédigé, avant d'aller en commission parlementaire, les dispositions pour modifier la loi, la Charte de la langue française pour que le français devienne la langue d'enseignement au cégep. Ce n'était pas compliqué du tout, 101 mots. J'avais réussi à faire ça en 101 mots. Et ce n'était pas un régime d'une telle complexité, celui qui va entrer en vigueur d'ailleurs juste le 1er juillet prochain, d'ailleurs, parce que les articles ne sont pas encore en vigueur, ils vont l'être l'an prochain. Alors, puis, en tout cas, on pourra continuer là-dessus. Puis il y a d'autres choses dans cette loi qui, à mon avis, auraient pu contribuer davantage à ce que le français soit une langue commune, en fait, qu'on assure sa pérennité. Mais je ne voudrais pas vous laisser sans vous dire ce que j'ai aussi dit quand je me suis présenté devant la commission parlementaire de la culture lorsque j'ai été invité à le faire. J'ai demandé à M. Jolin Barrette d'insérer dans la charte de la langue française une affirmation que les langues des nations autochtones étaient les langues premières du Québec. Je lui ai demandé ça. Je l'ai regardé, j'ai dit là,
Vous savez, la Charte de la langue française, il y a des dispositions sur les langues autochtones, leur enseignement. Elles avaient été intégrées dès 1977 dans le projet de loi de M. Lorrain. Et là, je me suis dit, écoutez, ça, c'est là. Donc, il y a une place là, pour les nations autochtones. Et moi, je vous le dis, là, si j'avais été député à cette époque-là, j'aurais voté pour l'amendement qui avait été proposé là, par Mme Gazal, la députée de Mercier, qui m'a succédé là, après Amir. Et j'aurais appuyé l'idée qu'il fallait mettre de nation à nation dans le préambule. Je n'aurais pas de problème du tout avec ça, mais je serais allé beaucoup plus loin en affirmant dans la Charte de la langue française, dans une partie qui était peut-être qui concerne les nations autochtones, tu sais, l'idée que les langues premières du Québec, c'est les langues autochtones, c'est les 11 langues parlées par les Premières Nations et la nation inuit. En même temps, j'ai toujours été un peu comment dire, je trouvais ça un peu paradoxal que dans une charte de la langue française, il y a beaucoup de dispositions sur la langue anglaise, puis il y a des dispositions sur les langues autochtones. Moi, j'aurais été partisan, même en 1977, d'avoir une charte de la langue française, puis d'autres instruments particuliers à la langue anglaise, puis un instrument particulier aux langues autochtones. Là. Et c'est peut-être encore la voie, il reste cette voie-là. Peut-être que l'Assemblée nationale, un peu comme la Chambre des communes l'a fait, mais qui n'a pas eu le courage de dire dans la loi fédérale que les langues autochtones étaient les langues premières, alors qu'on l'avait proposé. Alors, donc, là-dessus, vous avez un allié. Vous avez un allié qui croit que dans ce territoire que nous avons en partage, qu'on partage à cause du colonialisme, à cause des Français, des Anglais là, qui sont venus ici en colonisateurs, mais avec qui aujourd'hui vous partagez votre territoire d'origine, ben, on a peut-être le devoir d'un dialogue qui passe par la reconnaissance des langues autochtones, mais peut-être aussi la reconnaissance du français comme étant la langue commune de tous ceux et toutes celles qui habitent ce territoire. Et donc, moi, j'étais content d'être invité, non seulement pour dire qu'il faudrait que le cégep soit en langue française, mais aussi pour dire que je rêve du jour où on va à l'Assemblée nationale du Québec reconnaître les langues autochtones comme les langues premières du Québec. Merci. We had made the same request to the Government of Canada when they were working on the Aboriginal Languages Act, and we didn't get it. It's rather unfortunate and rather ironic that the Government of Canada would work on a Language Act and not give that recognition. But the province of Nova Scotia, la province de Nouvelle-Écosse l'a fait. Ils l'ont reconnu que la langue officielle en Nouvelle-Écosse, c'était bel et bien la langue Mi'kmaq qui est présente depuis des millénaires. C'est juste un commentaire, je la fais. Je vous remercie pour vos bons mots. Vous savez, dans tous l'aménagement linguistique, là, dans tous les pays, les mots sont importants, les mots ont un poids. Là, il y a les langues officielles, les langues nationales, mais on a trouvé cette formule magnifique, à moins que vous préfériez langues ancestrales. Je me suis toujours posé la question, langue première fait référence à la présence première des nations autochtones sur ce territoire. Est-ce que c'est ça ou est-ce que ce serait mieux les langues ancestrales? Mais les mots ont un poids. Puis quand on dit première ou ancestrale, ça a un poids. Langue officielle, ça a un poids. Langue commune. Puis la difficulté, puis le dialogue qu'on devrait avoir, c'est la langue commune. Est-ce que c'est le français sur le territoire du Québec? C'est clair que c'est l'anglais sur le territoire du Canada dans son ensemble, même si le bilinguisme est formellement reconnu au Canada, mais ce n'est pas ça la réalité. Alors, c'est là aussi la difficulté que vous soulevez des jeunes autochtones, puis les cours en français, puis l'obligation des cours en français. Pour les jeunes autochtones, parler français, c'est aussi
quelque chose qui leur permet de participer à la vie de la communauté. Parler anglais aussi, mais quand on ne parle pas français, il y a des limites à la participation à la vie de la communauté ou au rapport avec les francophones. En même temps, moi, je ne l'ai pas dit, je l'avais dit, Andréane, moi, je trouve qu'il serait temps qu'on commence à vouloir enseigner des langues autochtones aux Québécois, aux Québécoises, dans les écoles primaires, secondaires, dans nos collèges et même dans les universités. Moi, j'aimerais bien apprendre une langue autochtone. Là. Tu sais, je suis plus très jeune, là. C'est plus difficile de faire l'apprentissage des langues là, à mon âge ou à l'âge de Ghislain Picard, parce qu'on est nés la même année, M. Picard et moi. Mais c'est ça aussi qu'on devrait vouloir. Les Autochtones devraient vouloir qu'on puisse parler avec eux, les francophones et les anglophones, dans leur langue. Et ça, ce serait pour moi aussi un grand objet de fierté qu'on aille dans cette voie-là. Voilà. Juste pour ajouter à ça, je pense que notre chef de l'Assemblée des Premières Nations à Québec-Labrador va s'en souvenir. Il y a quelques années, on avait rencontré François Roberge, le ministère de l'Éducation. Et je lui ai proposé de faire un projet avec les Premières Nations sur le territoire. Un projet de collaboration avec les Premières Nations qui sont sur le territoire par l'intermédiaire des commissions scolaires en région. En territoire algonquin avec les commissions scolaires algonquines, en territoire Mi'kmaq avec les commissions scolaires qui sont sur notre territoire. Et de travailler un projet de développer du curriculum au niveau de l'histoire qui va dire la vérité, qui va exprimer des choses. Cela a une grande importance, cette éducation-là. Parce que l'éducation que le monde a vécue jusqu'à date vous donne une certaine image des Premières Nations. Mais en développant un curriculum qui est équilibré, qui reflète les différentes nations sur le territoire. Tantôt, dans 25 ans, des jeunes qui pourraient passer à travers un tel curriculum, le monde qui va être avec lequel on va négocier va avoir une beaucoup meilleure attitude, une beaucoup meilleure compréhension de notre situation. Parce que l'éducation, c'est l'outil de l'État d'atteindre certains objectifs. Puis ça, je pense que ça doit être équilibré. Mais il n'y a pas fait de suivi là-dessus, ça a resté là. La prochaine intervention sera celle de professeur émérite Bourris. Auteur du livre intitulé « Déclin et enjeux des communautés de langue anglaise du Québec », le professeur Bourris nous parlera du déclin de la vitalité démographique et éducationnelle des communautés de langue anglaise du Québec depuis la loi 101. Il peut sembler surprenant de considérer les citoyens d'expression anglaise comme une minorité, mais c'est bel et bien le cas au Québec où la majorité de la population parle français. Durant l'étude du projet de loi 96, il a été réitéré qu'aucune minorité au Canada n'est mieux traitée et protégée que la minorité anglophone au Québec. Or, les communautés de langue anglaise ont subi plusieurs contre-coups depuis l'adoption de la loi 101. Désormais, c'est la loi 96 qui inquiète. À leurs yeux, ces nouvelles dispositions risquent de porter atteinte à la vitalité des établissements scolaires et postsecondaires anglophones qui sont, à coup de devis et de plafonnement, voués à rétrécir. Durant son intervention, professeur Bourris dépeindra brièvement le portrait démographique et institutionnel de la minorité anglophone, tout en soulignant le rôle que peut jouer la majorité pour le soutien de ces minorités au Québec. Le micro est à vous. Merci beaucoup, Adrienne Langevin, pour nous avoir invités à cette table ronde. Alors, je propose 4 thèmes. La vitalité des groupes linguistiques, 2 données de recensement parce qu'on n'a pas le temps, le déclin du système scolaire anglophone et des notes de conclusion. On commence avec l'idée de la vitalité. Alors, la vitalité ethno-linguistique sert d'outil
pour analyser les facteurs socio-structurels qui affectent la force des communautés linguistiques en contact dans les sociétés multilingues comme le Québec. Plus la vitalité d'une communauté linguistique est forte, plus elle a des chances de survivre et de s'épanouir en tant que collectivité en présence des autres communautés avec lesquelles elle est en contact. 3 dimensions principales influencent la vitalité des communautés linguistiques: la force démographique, le soutien institutionnel et le statut social. Alors, voici les 3 facteurs. Les facteurs démographiques, vous voyez à gauche, les soutiens, le contrôle institutionnel et les variables de statut. Les facteurs démographiques, c'est ceux qu'on mesure avec, par exemple, le recensement. Et on a déjà tout vu cela avec le recensement de 2021. Donc, le nombre absolu des locuteurs, le taux de fertilité, la transmission intergénérationnelle, l'immigration, etc. Le soutien et le contrôle institutionnel, jusqu'à quel point est-ce que les majorités et les minorités contrôlent le monde de l'éducation au primaire, au secondaire, collégial, les services gouvernementaux, les services de santé, les services sociaux dans les langues en question, les médias, le paysage linguistique, les industries culturelles et l'économie. Pour la variable de statut, alors on a par exemple le prestige des langues coloniales au Québec qui sont l'anglais et le français. C'est le prestige dans le monde occidental, naturellement. Et aussi, on a le statut par rapport aux langues et aux politiques linguistiques comme les politiques linguistiques du Québec et du fédéral. Alors, par exemple, dans notre cas aujourd'hui, on a les communautés francophones du Québec, on a les communautés anglophones du Québec et les communautés Premières Nations avec leur langue et leur culture. Et sur chacun de ces dimensions-là, de ces facteurs-là, on peut comparer les 3 groupes linguistiques, ou enfin les groupes autochtones et les 2 langues coloniales. Et là, on peut voir le statut plus ou moins fort de vitalité, faible. Par exemple, on peut avoir une vitalité très forte au niveau démographique, mais très faible au niveau du support institutionnel et l'inverse. Toutes les permutations sont possibles. Alors là, on arrive un peu à la Charte de la langue française. En 1960, le français devient le dernier symbole de l'identité nationale des Canadiens français après le déclin de la religion et de la race. Le français devient l'unique socle identitaire des Québécois. Et donc, on a la promulgation de la loi 101 qui, pour promouvoir le français par rapport à l'anglais. Et là, aujourd'hui, je parle simplement de la scolarisation obligatoire en français des immigrants et de la majorité francophone. Seuls les ayants droit anglophones ont accès à l'école primaire et secondaire, comme on l'a vu depuis bien des années, depuis 40 ans. Alors là, je vais vous donner 2 chiffres, enfin deux chiffres sur la démo linguistique du Québec. Alors, vous voyez ici en haut, à l'époque, en 1971, avant la loi 101 en 77, on avait 80,7 % de la population du Québec qui avait le français comme langue maternelle. Maintenant, en 2016, alors je compare sur 45 ans ici. Je n'ai pas les chiffres de 2021, puis là, on serait rendu à 50 ans. Donc, on compare pour voir où nous sommes, parce qu'il faut comparer le passé avec le présent pour comprendre où nous en sommes. Et donc, on voit que pour les francophones, c'était 80,7 % de la population francophone qui était donc de langue maternelle française. Et rendu en 2016, c'est à 77 % de la population. On pourrait dire, oh, il y a un déclin. Mais en fait, quand on regarde le nombre absolu, on passe de 4,8 millions
de francophones langue maternelle en 1971 à 6,2 millions en 2016. Donc, on a peut-être une petite chute au niveau proportion, mais on a une augmentation au niveau des chiffres absolus. Maintenant, on regarde les allophones. Les allophones sont ceux qui n'ont ni le français ni l'anglais comme langue maternelle. Alors, en 1971, on avait 6,3 % de la population du Québec qui étaient des allophones. Donc, ils pouvaient parler l'espagnol, l'arabe, etc. Rendu en 2016, on est rendu à 13,5 % de la population du Québec qui sont des allophones grâce au contrôle de l'immigration par le gouvernement du Québec. Et en chiffre absolu, on passe de 390 000 allophones en 1971 à plus de 1 million d'allophones en 2016. Donc, la chute qu'on voit chez les francophones à 77 % en 2016, c'est tout simplement qu'il y a plus d'allophones dans la province du Québec qui occupent une plus grande proportion de la population, tout simplement. Maintenant, on regarde la communauté anglophone, les communautés anglophones. En 1971, ils constituaient 13 % de la population du Québec et maintenant, en 2016, on tombe à 8 %. Et en nombre absolu, on chute de 788 000 à seulement 600 000. Quand on regarde ce portrait-là sur 45 ans, c'est quoi la langue dominante au Québec? C'est quoi la langue la plus commune au Québec? C'est le français, suivi des langues allophones aujourd'hui et finalement les anglophones. La capacité de parler le français suffisamment bien pour tenir une conversation. On passe de 88,5 % de la population du Québec peut s'exprimer en français en 1971 et maintenant, en 2016, 95 %. Donc, en aménagement linguistique, ça, c'est le ciel sur terre pour ceux qui travaillent en aménagement linguistique. Et oui, il reste quelques anglophones. Il y avait 10 % d'anglophones unilingues en 1971 et on est rendu à 4,6 %. Maintenant, on regarde le système scolaire francophone et anglophone et on se souvient que les ayants droit anglophones qui peuvent aller aux écoles anglaises, selon la loi 101, on peut s'inscrire dans une école anglophone uniquement si un des parents avait été inscrit dans une école anglophone au Québec ou au Canada pour la majeure partie de son éducation. Alors là, on va regarder le système scolaire francophone et anglophone en comparaison, encore une fois, sur 45 ans. C'est comme ça qu'on évalue l'aménagement linguistique. Alors, chez les francophones, en 1971, on avait 1,3 million d'élèves dans le système scolaire francophone au Québec. Rendu en 2018, nous sommes tombés à 943 000. On prend comme barème, on pourrait dire, l'idée que la base, non, on va prendre notre base de 1971 à 1,3 million comme étant notre 100 %. Là, on va regarder qu'on peut voir que si ça, c'est notre 100 % en 71, en 2018, on est rendu à 68 % de nos effectifs qui existaient en 1971 sur le nombre absolu d'élèves dans le système francophone. Maintenant, regardons le système scolaire anglophone. En 1971, il y avait 256 000 élèves dans le système scolaire anglophone au Québec. Rendu en 2018, il en reste seulement 96 000. Si on utilise le chiffre de 256 000 comme étant notre barème de 100 %, on est rendu seulement à 37 % des effectifs du système scolaire anglophone au Québec. C'est la chute la plus importante d'un système scolaire anglophone au Canada, peut-être même en Amérique. Pourquoi le déclin? Eh bien, dans les deux réseaux,
c'est la chute de la natalité des francophones et des anglophones et une faible immigration internationale. Maintenant, pour le déclin du système anglophone, on a les lois 22, 101, 104, 115 qui ont réduit l'accès aux écoles anglophones au profit des écoles francophones. Et donc, on a aussi une perte nette des anglophones de 349 000 anglophones qui ont émigré dans le reste du Canada durant cette période. Maintenant, à l'intérieur du système anglais scolaire, en 1971, 90 % de tous les anglophones élèves étaient dans le système scolaire anglophone. Rendu en 2018, c'est tombé à 73 %. Les allophones, la loi 101 a dit vous n'avez plus le droit d'aller aux écoles anglaises et c'est ça qui est arrivé. Vous voyez que pour les allophones, il y avait 85 % de tous les anglophones du Québec, élèves, étaient dans le système scolaire anglophone. 45 ans plus tard, il en reste seulement 13 %. Et en nombre absolu, on tombe de 56 000 à 12 000. Où sont partis les allophones? Bien, ils sont partis dans le système scolaire francophone. Il y en avait seulement 14 % des allophones qui étaient dans le système scolaire francophone en 1971. Ils sont rendus maintenant à 91 % dans le système scolaire francophone. Chez les francophones, c'est très stable. 97 % de tous les élèves francophones sont dans le système français en 1971 et toujours le cas en 2018. Maintenant, on a aussi des anglophones qui sont dans le système francophone. Il y en avait 9,5 % de tous les anglophones élèves au Québec étaient dans le système scolaire francophone en 1971. Maintenant, il y en a 26 %. Alors là, on peut voir qu'il y a eu vraiment une chute du système scolaire anglophone par rapport au système scolaire francophone. Alors, je vais finir avec, puisqu'on n'a plus le temps, des notes de conclusion par rapport à la majorité québécoise. Alors, on pourrait dire que la vitalité de la majorité québécoise francophone augmente démographiquement en nombre absolu, mais subit un léger déclin en pourcentage en 2021 à cause de sa faible natalité et l'augmentation de son immigration allophone contrôlée par le gouvernement du Québec. Sa vitalité s'améliore sur les plans du support institutionnel et du statut grâce à ses politiques linguistiques de ses différents gouvernements. La majorité québécoise francophone n'a aucun mal à adopter les lois qui soutiennent la vitalité collective à l'Assemblée nationale. On peut même abroger tous les droits de la personne québécoise et canadienne pour adopter des lois comme la loi 96 et la loi 91. Il est temps pour les Québécois francophones de s'avouer une nation gagnante qui peut passer du statut d'une majorité fragile à celle d'une majorité dominante. Et les chiffres sur la démo linguistique le montrent et sur le support institutionnel le montrent. Une majorité dominante a aussi le devoir de prendre soin de ses minorités afin d'assurer la cohésion sociale sur son territoire. Et qui il faut prendre soin? Il faut prendre soin des Autochtones, des anglophones et des allophones pour assurer une cohésion sociale dans cette province du Canada. Merci beaucoup. Je trouve ça intéressant, puis c'est très bien d'avoir des statistiques comme celle-là. Et la façon dont vous les présentez, mon cher collègue, c'est comme de laisser entendre que le fait, par exemple, d'avoir imposé le français aux écoles primaires et secondaires, c'était peut-être quelque chose qui était injuste, comme le serait aujourd'hui d'imposer aux allophones l'obligation d'aller dans un cégep francophone. Alors, est-ce que je vous comprends bien que même ça, imposer le français pour l'école primaire et secondaire, c'était quelque chose qui n'était pas acceptable en 1977 et ne le serait pas plus aujourd'hui, et encore donc moins le fait de plutôt obliger les allophones
d'aller à l'école française ou au cégep français, parce que il me semble que c'est un enjeu important que de dire que les gens qui choisissent le Québec, hein, qui adoptent le Québec, puissent être intégrés à la majorité francophone plutôt qu'à la minorité anglophone. Ou est-ce que c'est très, selon vous, même illégitime de penser cela? Professeur Bourris, en 2 minutes. Alors, on peut parfaitement avoir un système où les personnes peuvent devenir bilingues, comme dans le système scolaire anglophone. En fait, il y a 80% du système scolaire anglophone qui enseigne l'immersion en français. Et c'est ça qui fait que la communauté, la minorité anglophone est devenue très, très bilingue. Alors, il y a d'autres pays qui ont adopté le bilinguisme et qui maintiennent la dominance de la langue ancestrale historique. Donc, moi, je crois qu'on est capable d'avoir des systèmes qui sont bilingues et plurilingues sans menacer ni les peuples autochtones et ni les majorités dominantes. Alors, quand on se conçoit comme une majorité dominante, on peut laisser du lest pour permettre aux personnes d'être bilingues, trilingues dans une société en Amérique du Nord. Un commentaire sur le recensement de 2021, là, que vous n'avez pas mentionné. Mais regardez, c'est quand même intéressant de voir que les plus anglo-bilingues au Canada et au Québec, c'est les Québécois francophones. Et que dans la période entre les deux recensements, le bilinguisme chez les Québécois de langue maternelle anglaise a diminué. Alors, tu sais, quand on vante les mérites de systèmes qui favorisent le bilinguisme des francophones, des anglophones, je pense qu'on peut penser que même notre système d'éducation permet aux francophones d'être bilingues. Alors, chez les anglophones, quand on regarde l'aménagement linguistique sur 45 ans, chez les anglophones, en 1971, on avait 37% des anglophones qui étaient bilingues français-anglais. Rendu en 2016, on est rendu à 68,8% de la population de langue maternelle anglophone qui est maintenant bilingue français et anglais. Maintenant, chez les allophones, en 71, il y avait 33% des allophones qui étaient bilingues en français et en anglais. Rendu en 2016, c'était 51%. En fait, ces allophones-là étaient des trilingues parce qu'ils avaient leur langue d'origine et ils avaient appris le français et l'anglais, donc c'était des trilingues. Ensuite, ils vivent parfaitement bien comme trilingues. Ensuite, on a les francophones. En 71, 25% des Québécois francophones étaient bilingues anglais-français. Et en 2016, c'est rendu à 40% des Québécois langue maternelle français qui sont bilingues. Alors moi, ce que je dis, c'est la chose suivante. En 2016, on a 68% des anglophones qui sont bilingues, soit 51% des allophones qui sont bilingues et 40% des francophones qui sont bilingues. Puis qu'est-ce que ça fait? Ça fait que tout le monde peut s'exprimer dans la langue de son choix quand ils sont en relation les uns envers les autres. Alors, le bilinguisme et le trilinguisme permettent des communications très fines, très intéressantes entre ces différentes personnes-là. Alors, moi, je vois le bilinguisme, le trilinguisme comme un atout plutôt qu'une traîtrise. Donc, la dernière experte à prendre la parole pour cette table ronde aujourd'hui est Garine Papazian-Zorabian. Son intervention portera sur les impacts à prévoir des dispositions introduites par la nouvelle loi 96 en ce qui concerne l'accueil des nouveaux arrivants au Québec. Qu'ils soient réfugiés ou immigrants en attente de statut, les nouveaux arrivants ont le droit d'être informés et de recevoir des services adéquats. Or, plusieurs des articles inclus dans la loi 96 se présentent comme de potentiels obstacles à un accueil bienveillant sur le territoire québécois. Au printemps 2021, peu de temps avant le dépôt du projet de loi 96, professeur Papazian-Zorabian a dirigé une étude commandée par le ministère de l'Immigration.
Cette recherche, dont la publication a été écartée par le gouvernement, fait état du succès mitigé de la province quant à l'intégration des nouveaux arrivants. Professeur Papazian-Zorabian est aujourd'hui avec nous pour nous parler de ses résultats de recherche ainsi que de pistes de solutions envisageables dans le contexte de politique linguistique actuelle. Le micro est à vous. Merci. Merci beaucoup pour l'invitation d'abord à ce panel très intéressant. J'ai l'occasion de rencontrer des collègues et un public, je vois, motivé et intéressé. On a peu de temps, j'ai envie de partager beaucoup de choses, mais je vais être un peu rapide. En fait, et je sais que il y a beaucoup de collègues qui sont à distance, qui nous regardent. Je voudrais quand même remercier aussi le collectif de chercheurs et de praticiens dont je fais partie, qui, avec l'Institut universitaire Sherpa, a présenté d'abord un mémoire aussi au moment des audiences de la commission parlementaire pour l'étude de la loi. Les amendements que nous avons proposés n'ont pas été acceptés non plus. Donc, je salue mes collègues parce que leur réflexion fait partie aussi un peu de ma présentation aujourd'hui, surtout au début. Donc, en fait, dans la loi 96, il y a surtout l'article 15 qui concerne les populations allophones. Et selon la loi, en principe, probablement vous le savez, mais rapidement, d'abord, il serait formellement interdit aux employés du secteur public de communiquer dans une autre langue que le français 6 mois après l'arrivée des personnes au Québec. Donc, ça veut dire, si c'est interdit, en plus, il y aura des sanctions disciplinaires pour toute personne qui travaille dans le secteur public et qui oserait, en principe, parler une autre langue que le français 6 mois après l'arrivée des personnes. Donc, tous les organismes publics peuvent communiquer dans une autre langue que le français uniquement lorsque la santé, la sécurité publique ou les principes de justice naturelle l'exigent, mais même ça, ce n'est pas très clairement explicité dans la loi. En plus, il faut comprendre que quand on dit secteur public, on ne parle pas que des services de santé. Dans tous les débats, on n'a fait que parler de la santé, des services de santé, mais on oublie le secteur de l'éducation, on oublie le secteur de la sécurité au travail et tous les secteurs, toutes les institutions publiques qui vont être face à un énorme défi avec cette loi 96. Puis, quand on parle du recours aux interprètes, ça aussi, ce n'est pas très clairement dit, bien que dans certaines entrevues, le ministre Simon Jolin Barrette a dit qu'il y aura des traducteurs, mais rien n'est clair. Les interprètes seront, il faudrait assurer en principe donc des interprètes qui devraient être subventionnés par l'État. Et si cette loi va être vraiment appliquée telle qu'elle. Alors, en fait, ce qui est important aussi, et c'est de ça que je vais parler surtout, que pour les personnes qui sont réfugiées, qui demandent l'asile au Québec, leur situation est encore plus difficile et précaire, et mes résultats de recherche le montrent. Alors, tout à l'heure, on parle des allophones, et c'est intéressant, dans le débat du bilinguisme entre anglophones et francophones, j'ai l'impression que les yeux sont braqués sur les allophones et les immigrants, alors qu'il y a probablement d'autres enjeux qui sont vraiment, c'est la place des langues dans le monde actuellement. Donc, un petit clin d'œil parce que vous comprenez, quand on parle d'immigrants, il y a les immigrants économiques, ceux qui choisissent le Québec, comme moi, je l'ai choisi. Donc, souvent, on choisit le Québec parce qu'on maîtrise la langue. C'est pour ça que tous les pays, en fait, les ex-colonies françaises, que ce soit du Moyen-Orient, que ce soit d'Afrique, les gens convoitent le Québec parce qu'ils maîtrisent la langue, ils connaissent la langue. Donc, l'immigration économique n'est pas comme les autres types d'immigration. Le Canada et le Québec ont ratifié la Convention de Genève, donc ça veut dire que toute personne qui se sent persécutée, qui se sent en danger, a le droit de demander l'asile au Québec. Et le Québec, en principe, et le Canada devraient leur donner la possibilité de vivre en sécurité dans une société de droit. Donc, ces personnes-là, nous les accueillons et parfois, ils ont 66 ans et plus. Parfois, ils ont des troubles du langage. Bref, vous allez voir un peu les résultats de ma recherche. Donc, vous comprenez qu'il y a des enjeux importants pour l'accessibilité et la qualité de tous les services qu'ils vont recevoir. Pour le secteur de la santé,
On comprend que, bon, je ne vais pas entrer dans les détails, mais ce sont uniquement les institutions qui ont le droit de donner des services en anglais qui peuvent le faire. Pour le secteur de l'éducation, on n'en parle pas du tout, mais il y a des enjeux très, très importants en lien avec l'évaluation des difficultés des élèves, en lien avec le consentement éclairé des parents, en lien avec la collaboration école-famille, qui est en principe une des valeurs de l'école québécoise. Donc, il y a plein d'enjeux qui ne sont pas pris en considération dans cette loi. Je vais les présenter rapidement. Alors, j'ai trois types de recherches, trois recherches que j'ai menées auprès de ces populations très, très vulnérables au Québec. Les deux premières ont été mandatées par le ministère de l'Immigration. La dernière, c'est une subvention CRSH, mais je vais juste mettre en exergue les résultats les plus importants pour vous amener à réfléchir un peu sur les conséquences de cette loi pour les populations allophones les plus vulnérables. Donc, premièrement, la première recherche mandatée dont Andréane a parlé, c'est l'évaluation des besoins psychosociaux des personnes suivant le programme FIPA. Le programme FIPA, c'est pour les personnes peu alphabétisées. Or, pour être peu alphabétisé et se trouver au Québec en tant qu'immigrant, il y a juste une manière de le faire, parce que sinon, si on est travailleur qualifié, ça veut dire qu'on n'est pas peu alphabétisé. Donc, pour être peu alphabétisé, on est ou bien réfugié, ou bien demandeur d'asile, ou bien on est venu par regroupement familial, donc des grands-pères, des grands-mères, des grands-mères qui sont venus rejoindre leurs enfants, leurs petits-enfants au Québec. Alors, le but de cette recherche, c'était vraiment d'évaluer les besoins, de voir les défis de tous les acteurs de ce secteur, du secteur de francisation concerné, et de dégager des recommandations pour le gouvernement, pour le MIFI. Donc, les participants, je vais être très rapide, mais on avait 58, c'était une recherche qualitative, et j'avais 58 participants sur 6 sites différents. Donc, j'en avais Laval, Montréal, Brossard, Granby, Sherbrooke et la ville de Québec. Et on avait, voilà, ces participants. Vous voyez qu'il y avait quand même beaucoup de personnes qui avaient plus que 45 ans. Et apprendre une autre langue après un certain âge, comme l'a bien témoigné professeur Turp, n'est pas toujours facile. Dans tous les cas, le ministre Jolin Barrette l'a dit même dans les audiences, que lui, il a appris il a fait 1 an d'anglais au cégep, mais il ne se rappelle de rien. Alors, voilà, donc pour les résultats de la recherche, donc d'abord, on voit quand même qu'il y a beaucoup des enjeux liés aux expériences pré-, péri-, post-migratoires qui font que ces gens ont des difficultés. Donc, ce sont des gens qui avaient déjà des difficultés scolaires dans leur pays parce qu'il y avait la guerre, ils n'ont pas pu continuer leurs études, parce que c'était des femmes qui n'avaient pas accès à l'éducation, parce que c'était des gens dans la précarité qui devaient aller travailler. Il y avait beaucoup de gens qui avaient été exposés à la violence, qui avaient vécu des ruptures, des séparations, des deuils, qui venaient ici au Québec démunis sur le plan financier, sur le plan du réseau familial, du réseau de soutien, et donc beaucoup de difficultés, surtout au niveau de la gestion aussi, de la conciliation travail, famille et apprentissage de la langue. Alors, je vais juste montrer ces quelques tableaux pour ceux qui aiment faire du quanti-quali ou du quali-quanti, dans le sens que quand on fait une recherche qualitative et on quantifie un peu les résultats, on voit quand même justement qu'il y a beaucoup de difficultés d'apprentissage liées aux problèmes de non-disponibilité. Ou bien ils ne sont pas en classe, ou bien ils sont en classe mais ils ont la tête ailleurs, et le système étant très rigide, en fin de compte, pour faire une longue histoire très courte, j'ai 5 minutes, mais ce n'est pas grave, je vais aller juste au résultat. Donc, en fait, ce que la recherche a montré, cette recherche a montré qu'il y a beaucoup de difficultés à apprendre chez ces gens qui sont peu scolarisés pour X raisons. Il y a aussi des enjeux liés à la pédagogie, à l'organisation. Donc, les cours de francisation ne sont pas optimaux et donc se baser sur les résultats de ces cours de francisation qui ne sont pas nécessairement donnés dans de bonnes conditions, c'est un problème. Il y a des enjeux liés au règlement. On dit qu'il faut travailler l'oral, mais on évalue l'écrit. Donc, il y a quand même des problèmes assez graves dans ces cours de francisation qui posent problème. Alors, il y a des besoins très importants
auxquels il faut répondre si on veut que ces familles, que ces gens qui arrivent s'intègrent à la société québécoise. Et il y a le désir de l'intégration, mais il faut créer les conditions. Alors, je vais aller rapidement. Donc, c'est important quand même. Hein, vous voyez les recommandations. J'ai pris telles quelles les recommandations que j'avais faites au MIFI en avril 2021, avant le lancement du projet de loi. Et c'était clair, dès le début, donner plus de temps aux gens pour atterrir, parce que souvent ils viennent de pays en guerre, ils ont vécu des génocides, ils ont vécu des guerres, ils ont vu leurs enfants tués, leurs parents tués, etc. Et ils sont complètement déboussolés quand ils arrivent, mais là on leur dit, à peine arrivés de l'aéroport, deuxième jour, vous devez apprendre le français, aller au cours de francisation. Mais ils ne sont pas disponibles. Hein. Je ne sais pas si vous êtes disponible à apprendre l'arménien, je vous proposerai des cours demain. Alors, donc voilà, donc c'était quand même des recommandations qui n'ont pas du tout été prises en considération. Un autre projet de recherche que j'ai mené pour le MIFI, dont le rapport a été déposé en mai 2022, concernait en fait l'évaluation des processus de sélection, d'accueil et de réinstallation des réfugiés pris en charge par l'État du Québec. Et là, on voit les résultats. Il y a vraiment une énorme appréciation de la part des réfugiés parrainés par le gouvernement, vraiment pour les services d'accueil et d'intégration, mais ils relèvent, et là, je vais juste relever, j'ai mis en rouge, hein, en fait, il y a des problèmes, il y a un énorme sentiment de gratitude, mais il y a des difficultés majeures liées à l'intégration. Hein. Donc, il n'y a pas les ressources, il n'y a pas les dispositifs, il n'y a pas d'interprète parfois. Il y a une méconnaissance des réalités linguistiques du pays parce qu'il y a des gens qui ne choisissent pas le Québec. Vous savez, il y a des gens, et dans les entrevues, me disent « mais j'ai vu Québec City ». Et donc, j'ai pensé que ça doit être anglophone parce que c'est Québec City. Donc, j'ai choisi Québec City parce que je pensais que c'était anglophone. Donc, pensez que les gens savent où ils viennent. Eux, ils veulent juste quitter le camp de réfugiés. Et ils n'ont pas de cours en ligne dans les camps de réfugiés, ce que monsieur le ministre Jolin Barrette a oublié, parce qu'il a dit qu'ils peuvent commencer les cours en ligne avant d'arriver. Alors, un autre, bon, alors, il y a des enjeux très importants liés à l'organisation des services, à la rigidité du système, le manque d'approche interculturelle. Donc, oui, l'accueil et la réinstallation se font bien au début, malgré les enjeux de logement, mais ça, c'est vraiment, je pense, une énorme problématique au Québec actuellement. Mais à part les enjeux de logement, etc., après les 6 premiers mois, c'est l'intégration qui commence après les 6 premiers mois. Et c'est là où on va laisser les immigrants les plus vulnérables vraiment seuls face à de nombreux défis. Et enfin, là, un petit clin d'œil, une dernière recherche que je suis en train actuellement de mener, en fait, c'est une étude sur le parcours post-migratoire des jeunes réfugiés et demandeurs d'asile qui sont arrivés au Québec entre 2015 et 2018. Et au niveau de... Là, c'est une recherche mixte. Je peux vous présenter les résultats quantitatifs aujourd'hui. On a en tout et pour tout, en partenariat avec 4 centres de services scolaires, donc Montréal, Marguerite-Bourgeoys, Laval et Rivière-du-Nord, on a pu vraiment avoir les données cohérentes de 4 760 jeunes réfugiés et demandeurs d'asile qui sont dans ces 4 commissions scolaires. Et on voit quand même le nombre des allophones. Sur 4 760, on est à justement 64,5% de ces jeunes sont allophones. Ça veut dire leur langue d'usage n'est ni le français ni l'anglais. Et ces jeunes sont dans le système, ils vont être dans les classes d'accueil, mais on leur donne des années pour apprendre le français et ça prend du temps de maîtriser une langue et la maîtriser tellement pour défendre ses droits, la maîtriser tellement pour pouvoir discuter, mais pas juste causer au quotidien. C'est vraiment vivre en tant que citoyen à part entière. Donc voilà, vous voyez, les nationalités sont nombreuses. Et pour terminer, je vais juste vous montrer ça, parce qu'on a fait un suivi sur 3 ans de ces 4 760 élèves et les services qu'ils ont reçus. Et on voit qu'il y a des jeunes, même après la 3e année, ils ont encore besoin de soutien linguistique, de services. Et alors, imaginez-vous les parents de ces jeunes qui ont juste 10 mois de francisation, dans des conditions, comme je vous l'ai dit, souvent vraiment inadéquates pour l'apprentissage d'une langue.
Donc, je pense qu'il y a beaucoup de défis à relever et je pense et j'espère, là maintenant, la balle, malheureusement, la loi a été adoptée telle qu'elle, l'article 15 aussi, mais on espère que la politique linguistique qui s'en vient au moins prendra en considération ces enjeux-là, surtout pour les immigrants les plus vulnérables. Merci. Merci beaucoup, professeur Papazian-Zarabian. On apprécie beaucoup votre partage aussi de données que je pourrais dire inédites, pas encore publiées. Donc, merci beaucoup de nous avoir partagé vos chiffres. Est-ce que le principe de l'article 15 est selon vous légitime? Et est-ce que l'enjeu, c'est un enjeu de temps ou de flexibilité? Est-ce que si ça avait été un an, 18 mois, 2 ans, est-ce que ça vous aurait paru plus acceptable? Mais le principe lui-même, est-ce que vous croyez que c'est à un certain moment un devoir de l'État québécois, dont la langue officielle est le français, et qui va en faire la langue commune, de communiquer à terme avec les personnes qui choisissent le Québec en français? Je comprends la logique, le besoin de la population québécoise et du gouvernement du Québec de renforcer la langue française comme langue commune, mais j'ajouterais publique, parce qu'on peut parler des langues. Moi, je parle arménien avec mes enfants, mais ils sont multilingues. Donc, est-ce qu'on parle de la langue commune en général, mais la langue commune publique? Parce que là aussi, c'est un enjeu qui n'est pas parfois clarifié. Je suis pour le renforcement du français. Moi, j'ai choisi le Québec parce que je suis francophone et parce que... Mais en même temps, comment faire pour que les gens, à partir du moment où nous accueillons des immigrants, et là, vous avez parlé, le taux de natalité est tellement bas chez les allophones et les francophones. Sur le plan économique, sur le plan démographique, on a besoin d'immigrants. Donc, je pense qu'à un certain moment, il y a des choix sociétaux. Si on a besoin réellement d'immigrants, on a besoin d'immigrants qualifiés, d'accord, mais en même temps, on a ratifié une convention qui fait que nous devons donner accès à des gens qui sont beaucoup plus vulnérables. Donc, il faut mettre les personnes que nous accueillons dans des conditions pour apprendre, pour s'intégrer. Et les gens sont reconnaissants. Les gens sont reconnaissants envers le gouvernement du Canada, du Québec, envers tous les intervenants qui proposent des services. Ils le disent, mais en même temps, ils ne sont pas dans de bonnes conditions. Donc, il faut améliorer les conditions. Et une des conditions, c'est de donner plus de temps. Je pense que déjà, cet amendement aurait dû passer, c'est la moindre des choses, mais sachant qu'il y aura toujours des personnes qui ne maîtriseront pas le français, comme une femme qui est arrivée à 66 ans, qui est analphabète, qui ne sait même pas écrire dans sa propre langue. Comment va-t-elle apprendre et maîtriser tellement le français pour demander des soins, avoir accès au système? Il y a des jeunes comme des personnes même qui ont des troubles du langage. Donc, et souvent, quand les jeunes ont des troubles du langage, qu'est-ce qu'on dit? Alors, il faut choisir une langue. Ils ne peuvent pas être multilingues. Donc, des jeunes, des personnes qui ont des troubles du langage, mais ils vont avoir des difficultés et peut-être 7 ans après, ils ne vont pas maîtriser assez le français pour être autonome sur le plan au niveau des services, etc. Donc, je pense qu'il faut être plus nuancé, donc donner plus de temps, mais avoir aussi des mesures particulières pour les personnes les plus vulnérables qui peut-être ne pourront pas apprendre le français, pas parce qu'ils ne veulent pas, mais parce qu'ils ne peuvent pas, comme il y a beaucoup de jeunes anglophones et francophones ou autochtones qui ne peuvent pas apprendre une autre langue pour X et Y raisons. Et c'est là où je pense qu'il n'y a plus de nuances dans cette loi. Et par manque de nuances, ça devient coercitif. Et je trouve que quand on est dans la coercition, on n'est plus dans l'accueil. On n'est plus dans l'accueil, on n'est plus dans la bienveillance. Et c'est là où il y a comme un genre de discours paradoxal. On dit, venez au Canada, venez au Québec, on ouvre les portes, et arrivé au Canada, paf. Et surtout pour les personnes réfugiées demandeuses d'asile qui ont fui des situations de violence. Tout à l'heure, nous avons parlé de la déshumanisation que les peuples autochtones ont vécue, mais il faut réhumaniser. Et pour réhumaniser, ça commence par la sécurité absolue, le respect absolu, pour montrer qu'on est vraiment prédisposé à réhabiliter la personne et lui donner son humanité. Je vais commencer avec une question pour Mme Cleary et Chief John Martin. Et c'est une question d'actualité. Très récemment, le gouvernement du Canada et les 22 communautés des Premières Nations au Québec ont annoncé un gros investissement de 1,1 milliard de dollars en matière d'éducation
pour permettre, entre autres, aux communautés autochtones de lutter plus efficacement contre le décrochage scolaire. La question pour vous, croyez-vous que cet investissement arrive en réponse à la loi 96? Et est-ce que vous pensez que cet investissement-là a des chances de réellement améliorer la réussite scolaire chez les enfants autochtones? The investment is over a period of 5 years. We've been in the process of developing the funding formula for education services over a period of 11 to 13 years. It is really about achieving some equity with the public school system. So it's about trying to close the gap that exists between First Nations education systems and schools and the public school system. So that's what that is about. And one of the comments that I had when we signed the agreement was, in fact, that we will be focusing on the development of services in our communities, but I am not so sure that this is going to be able to resolve the question of C96. It doesn't touch it. This is about education systems within the community, very much so. So C96 is the jurisdiction of the provincial government and the public school systems. The requirements, the French language requirements are in the Quebec public school system. So this does not really have a great impact where that is concerned. Mind you that despite that many of our schools teach First Nation languages and also have an English language program, we do have, all the schools have French language as well as a subject matter, the same as the English schools have. But the issue of our language is very much about the community itself, our people, in terms of the difficulties that we experience with regards to French language, because it's not present in the community. So and at the same time, it's the current law, C96 and 101, are at the detriment of our languages. So, but with regards to the funding, it's very much about closing the gap between the Canadian public school systems, the Quebec public school systems, and First Nation communities. So it addresses areas of services, of salaries. Our communities experience high turnover in staff retention. So that will help to address many of those kinds of problems. Yeah. Si on continue avec des politiques assimilatrices comme celle-là, des mesures qui mettent des barrières aux élèves pour apprendre leur langue, puis ça en est une, parce qu'à un moment donné, l'enfant ou les parents doivent choisir, est-ce que si je veux que mon enfant réussisse, puis là, on a élevé les mesures pour les enfants qui étaient déjà en situation où on avait à faire des choix critiques, donc de sacrifier les langues des Premières Nations au détriment du français. Donc oui, c'est quoi l'héritage pour les enfants des Premières Nations? L'argent n'apportera pas de solution à ça. Donc, on doit traiter l'environnement, ces politiques-là qui font en sorte que l'étudiant a des barrières à avancer. Puis ça, c'est pas seulement dans le dossier des langues. Donc, on a d'autres barrières qu'on doit faire face. Puis la prise en charge est importante, mais l'argent non plus ne réglera pas les problèmes des ressources. Présentement, on arrive avec de l'argent, mais on doit choisir, est-ce que si je prends mon enseignant puis il devient conseiller pédagogique, mais je n'ai plus personne dans la salle de classe pour enseigner. L'enseignant de la communauté de John ne peut pas prendre sa retraite parce qu'il n'a plus de relève. Donc, on a beaucoup de travail à faire pour arriver à seulement maintenir une éducation dans les langues des Premières Nations. Donc, si maintenant on a un choix à faire et qu'il faut sacrifier nos langues, c'est un recul, peu importe combien d'argent on a. Quand vous dites que le projet de loi, la loi 96 vient élever encore ces barrières-là, est-ce que ce que vous sous-entendez, c'est que maintenant au cégep, il y a un besoin de bien maîtriser le français?
Oui, et en conséquence aussi, ça part plus tôt que ça, c'est qu'on ne valorise pas la langue. On va dire le français est plus important et si on veut que mon enfant réussisse, il doit passer ses cours, éventuellement, il va devoir passer dans le système. Donc, au lieu de l'envoyer en immersion, je vais l'envoyer en langue seconde française, par exemple, comme c'est dans le cas dans certaines. Donc, là, c'est là qu'on a un impact sur la langue des Premières Nations. C'est un choix qu'on va faire parce qu'on valorise davantage la langue, le français, pour langue commune en voulant assimiler les peuples des Premières Nations, en leur disant, vous allez faire partie de cette société-là, alors qu'on en fait partie, on était là depuis des millénaires. Donc, c'est juste de dire, et puis c'est pas j'ai vu les données démographiques, on n'est pas tant, donc on n'est pas une menace. Donc, il faut comprendre qu'on a besoin de cette aide-là à mettre en place, donc de nous exclure et de nous accorder les amendements qui ont été demandés n'auraient pas eu un impact sur le français au Québec, mais un impact sur la relation entre nos nations. Donc, c'est là que l'environnement doit changer dans les mentalités des leaders, des décideurs, pour qu'on puisse avoir un impact sur l'enfant. Et la prise en charge des Premières Nations est super importante là-dedans. Donc, il faut nous donner ce contrôle-là. Et il nous appartient. Chief John Martin. Yeah. C96 is an opportunity that was missed. We really believe if the provincial government had exempted First Nations from the language law, it would have made a very significant difference where our communities are concerned in terms of their development. When you think about it, our language has gone from 95% in 1985, 95%, and down to 13% in 2021. It's a very significant, it's a demise of the language. And the pressures that are put on parents who are living in socioeconomic situations that are rather difficult. And you look around the community and the lack of resources, human resources, qualified, it puts a lot of pressure on people, you know, to opt for the colonizer's language, if you will, you know. So it's, and it's at the expense often our own language. So in raising the barrier where 80% of the kids are not able to attain their French credits, you're raising the bar even higher, the effects are going to be even more detrimental. We're going to experience a continued exodus and an increased exodus of our own students moving towards other provinces and to the cities for those that succeed. Thank you. Voilà, Léoc. La prochaine question vient du statisticien René Houle et elle vous est dirigée, professeur Turp. Vous l'attendiez? Voici la question. Sur quelle base, études statistiques, vous basez-vous pour dire que la loi 101, donc le prolongement de la loi de la Charte de la langue française au Cégep, améliorerait la situation de la langue au Québec? C'est pas seulement des statistiques, je crois. C'est pas un enjeu seulement de chiffres, que ce soit ceux présentés par mon collègue ou mis à jour par le recensement de 2021. Je pense que c'est une question de choix d'une société qui souhaite que la langue française soit la langue commune. Et que les personnes qui choisissent le Québec comme terre d'adoption soient invitées à choisir cette langue, à être éduquées dans cette langue jusqu'au cégep. Moi, je n'ai jamais été le promoteur d'empêcher quiconque d'aller à l'université McGill en langue anglaise ou à Concordia. D'ailleurs, elles sont très populaires, ces deux universités. Et c'est intéressant de constater que Concordia a plus d'étudiants maintenant que l'UQAM et que beaucoup d'étudiants allophones choisissent Concordia plutôt que l'UQAM ou l'Université de Montréal ou d'autres universités francophones. Alors, donc, ce n'est pas seulement une affaire de statistiques, c'est une affaire de vouloir que le français soit la langue commune au Québec. Et moi, je trouve que c'est légitime, que c'était quelque chose qui fondait
pas seulement la Charte de la langue française. Notre collègue nous a rappelé que ça a commencé avec la loi 22. De toute évidence, en plus, ce n'est pas une affaire d'indépendantistes. M. Bourassa ou son prédécesseur, l'Union nationale, n'était pas indépendantiste, celui qui a les premiers fait du français ou voulant faire du français la langue officielle. Et je crois que c'est comme très légitime dans un État où la majorité francophone, en plus dans un continent anglophone, dans un univers où l'anglais est la langue franche, la lingua franca, attractive, que l'on veuille s'assurer de la pérennité de la langue française au Québec. Vous imaginez si aujourd'hui la loi 101 n'avait pas été adoptée ou la loi 22, même si, vous savez, ça me fait penser un peu, j'avais le goût de dire ça, M. Bourassa, quand il a fait la loi 22, il y avait un système compliqué de tests pour les enfants. Ceux qui avaient le droit à l'école anglaise, ils faisaient des tests. C'est l'affaire compliquée, puis qui a été modifiée par des critères beaucoup plus objectifs d'ayant droit en 77. C'est un peu la même chose avec les cégeps maintenant. On crée un système super compliqué, puis on va se rendre compte que ça ne changera pas grand-chose finalement sur la fréquentation des cégeps de langue anglaise, à la fois par les anglophones et les francophones, sauf pour contingenter. Puis que dans 5 ans, on va se dire, bon, on va probablement devoir appliquer la loi 101 au cégep quand on se rend compte qu'il n'y aura pas de différence. Alors, donc, à mon interlocuteur, je dis que ce n'est pas seulement une question de statistique, c'est une question qui relève d'un enjeu de pérennité de la langue française au Québec, d'en faire la langue commune dans cet univers très anglophone, très attractif. Merci beaucoup. La prochaine question est pour professeur Bourisse. Au Québec, on privilégie la langue parlée à la maison et la langue de l'espace public et au travail pour essayer d'établir des statistiques sur la vitalité de la langue. Et selon vous, quelles sont les tendances pour les langues parlées à la maison et les langues de l'espace public dans vos recherches? Alors, concernant la langue d'usage à la maison, d'habitude, en aménagement linguistique puis en droit, on ne veut pas trop utiliser cet indicateur-là parce que c'est dans le domaine du privé, comme vous disiez, c'est la langue d'usage à la maison, les langues d'usage à la maison. Ça fait partie des choix des citoyens non régis par l'État, du moins dans les États démocratiques. Donc, ça peut être un indicateur pour les scientifiques qui veulent quand même voir ce qui se passe, mais au niveau des politiques publiques, on parle plutôt de la langue commune d'usage dans les milieux publics. Et là, ce sont les indicateurs qu'on veut suivre. Donc, la langue de travail, la langue qu'on utilise dans les administrations publiques. Et donc là, on peut faire les suivis. Et encore une fois, un autre élément qui rentre en ligne de compte, c'est le temps qu'on se donne pour faire l'évaluation. Alors, si on fait seulement d'un recensement à l'autre, on va dire « Ah, il y a un déclin ou il y a ci ou il y a ça ». Mais quand on prend 30 ans, 40 ans de recul pour voir l'évolution de ces indicateurs, on peut facilement voir qu'il y a eu des améliorations notables. Et c'est là que des fois, on va avoir des divergences sur l'analyse, parce que si on prend un long terme, bien, c'est plus intéressant que si on choisit le dernier recensement par rapport au précédent. Donc, je crois qu'il faut être prudent dans les interprétations des données qui vont seulement d'un cycle de recensement à l'autre. Merci beaucoup. La prochaine question est pour professeur Papazian-Zorabian et si vous me le permettez, je vais vous la poser en anglais parce qu'elle nous a été envoyée en anglais, mais je vous inviterai à y répondre en français. Les interprètes vont se charger du reste, si ça va. Alors, c'est une question qui provient de Rhonda Chang.
Ongoing immigration and integration into French or English society is a form of ongoing settler colonialism that strengthens the French-English presence in Canada and continues to marginalize Indigenous peoples from their land. I ask this question as a child of immigrants myself. In your viewpoint, how can immigrants and their children collude with Indigenous peoples for a future that is not French and English only? Je comprends l'enjeu parce que je pense que tous les immigrants ne sont pas toujours les mêmes. C'est-à-dire quand on quitte son pays, il y a toujours des raisons pour quitter son pays. Il y a des immigrants qui quittent leur pays pour fuir des persécutions, des guerres, des génocides. Et je pense que l'empathie entre ces immigrants et les peuples autochtones en général est sûrement beaucoup plus forte. Donc, je pense que on ne peut pas mettre tous les immigrants dans la même situation. L'immigration économique, les gens qui viennent uniquement, disons, pour des enjeux économiques, leurs intérêts et leur rapport aux choses et aux langues ne vont pas être les mêmes que ceux qui fuient des pays ou qui fuient des guerres et des génocides. Donc, je pense que ça pourrait être intéressant de collaborer. Il faudrait collaborer et il ne faudrait surtout pas, et j'espère que non, que les immigrants ne seront pas perçus par les peuples autochtones comme une menace parce que ce serait vraiment dommage d'ajouter une autre menace pour les peuples autochtones. Donc, je pense que les immigrants doivent avoir aussi l'humilité à partir du moment où ils ont choisi de quitter leur pays, surtout ceux qui ont choisi. À partir du moment où ils ont choisi de quitter leur pays, ils devraient avoir plus d'humilité pour vraiment s'intégrer à la société d'accueil avec tous les sphères de cette société d'accueil, son histoire, la population qui est toujours justement parfois aussi multiple et complexe. Mais je pense que pour tous les immigrants qui ont vécu des traumas, des deuils, je pense qu'ils peuvent vraiment s'entraider, c'est-à-dire il peut y avoir une entraide importante entre les immigrants, les populations immigrantes véhiculant des traumatismes et des deuils importants. Les jeunes des Premières Nations ont parti ce message-là, There's no immigrant on native land. Donc, je crois que la base de nos communautés, les Premières Nations, c'est d'ailleurs l'accueil. C'est dans nos valeurs d'accueil. C'est un devoir aussi dans certaines communautés. Les gens ne barraient même pas le porte, donc tu arrivais là. Si tu avais besoin de quelque chose, tu étais accueilli. Donc, ça fait vraiment partie de nos valeurs. Et d'ailleurs, lors de nos événements, les powwows, les cérémonies, les gens dans la roue de médecine, on a toutes les nations qui s'y retrouvent. Donc, c'est nos valeurs fondamentales et je crois également qu'on partage une histoire de grands traumatismes qui pourrait faire en sorte qu'on puisse apprendre les uns des autres et se soutenir dans le Québec d'aujourd'hui et faire de cette société-là une société plus accueillante. Aujourd'hui, comment s'efforcer de maintenir un dialogue sain basé sur les faits et la science lorsque le sujet de discussion est aussi sensible que celui de la planification et de l'identité linguistique? C'est faire comme aujourd'hui ici, puis de le faire à tous les niveaux, puis espérer que, par exemple, dans nos assemblées parlementaires délibérantes, ceux qui adoptent les lois, ceux qui sont titulaires des compétences pour adopter des lois, qu'il y ait des vrais dialogues. Puis que quand on adopte des lois, puis quand on adopte des mesures, qu'elles sont basées sur des délibérations, des vrais. Moi, je pense que la vraie démocratie passe par la délibération. Elle passe jamais par l'unanimité, parce qu'on n'arrive jamais dans une société très démocratique à faire l'unanimité. Mais quelque part, quand on délibère, on est entendu, on gagne des batailles, on en perd, mais on peut parfois arriver à des consensus. Puis sur cette question-là, on pourrait, je pense, arriver à des grands consensus pour que nos langues premières, officielles, communes de nos minorités coexistent sur le territoire du Québec. Et je partage tout à fait la pensée de professeur Tulp. Peut-être que j'ajouterais vraiment, je pense qu'il faut donner une énorme place à l'éducation, à l'enseignement des langues, toutes les langues, à l'enseignement de l'histoire, on en a parlé aujourd'hui. Et en fait,
en faisant l'enseignement des langues et de l'histoire, je pense qu'il y a chaque personne, en fait, nous portons un héritage et je pense qu'il faudrait avoir le courage de regarder, d'étudier cet héritage et de ne pas nécessairement, parce que souvent, c'est un héritage parfois lourd et on essaye d'éviter cette lourdeur-là, mais tant qu'on évite la lourdeur de l'héritage, on ne peut pas nécessairement trouver des solutions. Et c'est à travers, d'après moi, l'éducation des futures générations que beaucoup de changements vont s'opérer, espérons. Merci beaucoup. Pour conclure, quand on pense au Québec, il semble difficile, voire impossible, de dissocier la province de sa politique linguistique. La loi 96 s'inscrit dans ce constat en contribuant à sa façon à vouloir assurer la survie de la langue française dans le temps. Évidemment, plusieurs de ces dispositions sont décriées comme étant des freins au bien-être et à l'épanouissement de citoyens qui détonnent dans l'imaginaire collectif francophone. À l'aube de 96, la nation québécoise continue de s'imaginer à travers cette langue commune dont la pérennité soulève encore bien des débats. Dans cette ère de la polarisation, les échanges sur la politique linguistique québécoise mettent souvent en opposition deux soliloques distincts. D'un côté, le français est menacé et doit être protégé à tout prix. De l'autre, la bataille pour la survie de la langue ne peut justifier la marginalisation de groupes plus vulnérables. Cette table ronde vous a été présentée dans le but de générer un dialogue sain et construit autour d'opinions et de recherches d'experts représentant des groupes directement touchés par les politiques linguistiques. Plutôt que de comparer en silo des monologues qui s'opposent, les échanges présentés aujourd'hui ont contribué à une réflexion commune et à l'évaluation en continu que doit faire toute société des lois qui la régissent. Sur ces mots, je vous remercie et bonne fin de semaine.